On a une question au fond de Pierre Pierron. En fait, j'ai une question qui peut paraître comme une question pour ceux qui ont déjà peut-être la réponse naissante, mais il y a deux questions en fait. Il y en a une qui implique l'autre, quoi. La première, donc, est très simple. Ok, la Constitution, on peut l'écrire là à 80 dans la salle, on sort, on a une Constitution. Soit, mais on fait quoi? Quelle prise y a-t-il dans le système pour l'imposer politiquement comme étant la Constitution, etc. Parce que justement, il y a des lois. Donc, pour moi, il y a l'histoire de cette espèce de rapport de force populaire, etc., qui peut inclure une notion peut-être d'obligation au monde politique de suivre la voie du peuple, quoi. Ça, c'est ma deuxième question. Vous, en tant qu'observateur social, comment vous définissez l'avancée des possibilités de changement? Parce que moi, comment je le vois, les grands mouvements, les grands changements sociaux qui ont pu avoir lieu, je me réfère beaucoup à 68, les années 70, pour moi ça a profondément changé dans ces périodes-là. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est à peu près tous les corps de société qui à un moment donné se sont remis en question. Que ce soit autant les économistes, les banquiers, c'était les étudiants, c'était les familles, c'était, je sais pas, même l'armée, les militaires avec la guerre du Vietnam. Ensuite, il y a eu la crise pétrolière, donc tous les corps sociaux se sont reposés en question à un moment. Bon, qu'est-ce qu'on fait, et tout ça, où on y va? Et donc ça, à mon avis, vraiment fait un basculement vers autre chose. Après, peut-être qu'il n'est pas intégral, ce basculement, mais il y a un début, quoi. Donc, vous, de votre point de vue, vous voyez combien de marge entre ça et ce qu'on est aujourd'hui? Parce que moi, comment je le conçois, le système tel qu'il est actuellement, il fonctionne sur le régner pour diviser, enfin, diviser pour régner, vous voyez. Donc ils auront toujours les moyens, vous disiez, ouais, de calomnier, de machin, mais il n'y a pas que ça, il y a la matraque, il y a plein de trucs, pour arriver à canaliser en fait les révoltes dans des classes, des catégories, enfin des socio-catégories, quoi. Moi je suis persuadé que les gens qui sont réunis ici, on a sûrement, d'un point de vue statistique, des correspondances, donc on est une socio-catégorie. Donc à mon avis, qu'on soit des millions ou 100 000, ils vont arriver à canaliser d'une certaine manière. Donc je ne crois pas à l'opposition de force. Sur la distorsion de comment on perçoit les choses, je pensais à la place Tiananmen. Ce qu'on a vu, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'étudiants qui se confrontaient au pouvoir, ils se sont fait tirer dessus, après ceux qui ont été attrapés, on les a exécutés d'une balle dans la nuque, et pour bien tuer l'idée de la révolte, on a envoyé la balle avec la facture dans les familles. Vous voyez? Donc ils ont les moyens. C'est une catégorie socioculturelle, elle est canalisée, on va faire taire tout ce qui va autour, comme ça. Donc du coup, ce qui s'est passé dans la distorsion de l'appréhension de ça, ce qu'on a perçu ici, c'est vraiment les étudiants chinois veulent lutter pour la démocratie contre le communisme. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le libéralisme a commencé à arriver en Chine à cette époque-là. Ils ont commencé à vouloir faire payer l'école, la fac, etc., les écoles, les universités, et les étudiants, eux, protestaient contre l'école payante. Ils protégeaient les acquis du communisme. Donc vous voyez, la perception qu'on en a de ce qui s'est vraiment passé, elle est complètement tordue. C'est pas du tout la démocratie contre le communisme, c'est le libéralisme contre le communisme, mais c'est pas du tout les mêmes... Enfin, voilà. Donc nous, ok, on arrive, on est je sais pas, 400 000, 4 millions, on arrive devant le Parlement, on a une constitution. Comment ça va être perçu par les 36 millions d'autres, quoi? Et est-ce que ça va vraiment avoir un poids? Est-ce que toutes les franges de société sont vraiment atteintes par cette remise en question? Parce qu'on pourra être, je sais pas combien il reste de salariés en France, mais si tous on se mobilise, on y va. Il y a combien de chercheurs, de militaires, de policiers qui nous suivront, quoi? Sur les policiers, vous avez raison, c'est stratégique. Hein. Il faudrait qu'on arrive à en convaincre un nombre suffisant. Quelle prise on a aujourd'hui pour changer la Constitution? On n'en a absolument aucune. Voilà, non mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On n'en a aucune parce que pour l'instant, on est divisé et on prend les problèmes par le mauvais bout. On prend le problème par les conséquences. Donc on fait tout mal pour l'instant. À mon avis, enfin, je fais partie du lot. Enfin, bon. Mais imaginez que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas redévelopper, mais imaginez qu'on arrive à se reconcentrer, c'est-à-dire que nos énergies, au lieu de les laisser se disperser, on se concentre, on réfléchit, peut-être que là, ce que je vous dis, pour l'instant, pour moi, il me semble que le point névralgique, c'est on ne veut plus qu'il y ait de professionnels de la politique dans une assemblée constituante. On veut écrire nous-mêmes la Constitution. Il suffirait que... J'ai même pas besoin que ce soit moi qui l'écrive, il suffit que ce soit quelqu'un dont c'est pas le métier, qui l'écrive pour que tout change. Peut-être qu'on va même encore améliorer ce point focal, ce point radical, cette source commune de toutes nos impuissances, pour enfin rendre possible l'institution de notre puissance. Imaginez qu'on se passe le mot et qu'on change qu'on devienne conscient. Après ça, ce qui va faire la transformation, c'est la même chose que ce qui se passe en Tunisie, quoi. En Tunisie, on renverse le tyran. Le problème, c'est que si on n'a pas réfléchi avant, on fait comme tout le monde, on élit l'Assemblée constituante et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'est pas sorti du truc parce qu'on n'a pas réfléchi avant d'agir. Là, je propose que nous réfléchissions avant d'agir et il me semble que
ma perception, moi, de ce que je vois des groupes d'humains que je rencontre, c'est que les gens se transforment. C'est-à-dire que cette idée, elle est puissante, elle est convaincante, elle donne de l'espoir, elle fait que quand on remet les mots à l'endroit, quand on dit mais attends, mais une vraie démocratie c'est autre chose, mais c'est justement ça qu'il me faut. Mais une constitution, mais c'est pas ce que j'ai, c'est une autre chose, c'est ça qu'il me faut. Je veux pas j'en ai marre d'être électeur, je veux être citoyen, je veux plus de ce faux suffrage universel, j'en veux un vrai, etc. Je remets tous les mots à l'endroit, je m'aperçois que ce qui paraissait impossible, parce que toutes les ouvertures politiques étaient transformées en impasses, parce que quand on met les mots à l'envers, c'est la novlangue, hein, c'est Orwell, 1984, c'est très bien pensé de mettre les mots à l'envers, hein, ça nous priver des moyens même de formuler le problème, c'est nous priver encore plus d'imaginer la solution, mais on est assez grand pour remettre les mots à l'endroit, hein, je veux dire, et de pas attendre que ce soit les médias, les élus, les gouvernements qui nous aident à faire école et à nous. Non, on s'apprend entre nous de façon virale et à la base, bien à la base, et bien de façon souterraine. On n'a surtout pas besoin de la télé. On va se passer le mot entre nous d'un repas à l'autre, de façon contagieuse et invisible, insaisissable. Le jour où on va faire la même chose qu'en Tunisie, eh ben, on va pas élire l'Assemblée constituante. Et on va pas rentrer chez nous après l'avoir élue. On va la surveiller, on va la contrôler, ou bien on va, dans chaque commune, écrire nous-mêmes notre constitution. Enfin, on va faire quelque chose qui va être différent parce que on a, ce dont je vous parle, il y a rien dans la littérature, je dis tout le monde depuis Aristote, enfin c'est prétentieux, j'essaye d'en lire beaucoup, tout ce qui concerne les pouvoirs, les contrôles des pouvoirs, je ne trouve pas dans les auteurs, je trouve qu'il y a une idée inédite là, de mettre au centre de nos préoccupations le point focal de notre impuissance politique pour commencer par le commencement. Commençons par instituer notre puissance et on se disputera après. C'est ça la question. Après, une fois qu'on a établi ce point commun, tout le monde est d'accord là-dessus, on y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est une confrontation? C'est un blocage? Je peux pas. Mais le fait que je puisse pas vous répondre ne prouve pas que j'ai tort. Je peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va être le détonateur qui va mettre le feu aux poudres. Ce sera peut-être une étincelle, une flamme, une autre explosion. Ce sera peut-être une injustice particulière qui va faire. Mais comme on était prêt, parce que ça fait un moment qu'on se préparait, ça va germer, ça va exploser. Le fait que j'ai pas besoin de savoir à l'avance comment ça va se passer dans le détail. Si vous voulez, quand on prépare la poudrière, quand on prépare le fait que les graines partout, le fait que ça va pouvoir germer quand il va y avoir le déluge qui va faire que enfin les graines peuvent germer, je pense qu'on prépare mieux le truc que quand on a un parti politique avec une organisation qui est discréditable facilement. L'idée, il faudrait qu'elle soit suffisamment simple pour pas pouvoir être salie, abîmée. Et après ça, faire confiance, on regarde, on voit bien si ça marche ou pas. Moi, je reçois je reçois 300 ou 350 mails par jour. Je reçois un courrier, c'est incroyable. Et les gens sur les conférences, donc ils tombent dessus par hasard, ils m'écrivent des choses, c'est étonnant, ça ressemble à 2005. Hein, il y a une espèce de ferveur, les gens se réveillent en disant putain, c'est quoi ce truc, ça peut tout changer, comment on peut faire pour vous aider, hein. Et ils traduisent, ils font des tas de trucs. Il y a un potentiel dans cette idée, mais voilà, il faut que chacun d'entre nous y mette sa force en plus, quoi. Alors on dit c'est un gourou, pas du tout, moi j'ai rien à gagner, je suis candidat à rien et je me ruine là-dedans. Donc en général les gourous, ça se passe pas comme ça. On va vous dire que je suis un gourou, vous allez voir. Hein. Un fasciste, un antisémite. Si on le présente comme étant juste un test de notre démocratie, préciser qu'il y a juste un petit trou dans notre constitution qui pourrait sembler critique, et on présente un projet de constitution de la part des citoyens, juste de constituante, pardon, pas de constitution, surtout pas, juste de constituante de cette façon-là, on le présente comme étant un test de la démocratie. Parce qu'au moins, on ne peut pas nous accuser d'être antidémocrate, on dit juste, nous, on veut voir si c'est la démocratie. Si c'est la démocratie, normalement, ça devrait être ça. S'ils nous l'acceptent, nos politiques, ben, tant mieux, on a gagné. S'ils ne nous l'acceptent pas, tous ceux qui croyaient qu'on était en démocratie, ils nous rejoignent parce qu'ils comprennent qu'on n'est pas en démocratie. Moi, je pense aussi depuis plusieurs années, ça bien avant de vous avoir lu. Déjà, il y a des chances pour que ce message-là ne soit pas relayé du tout. C'est-à-dire que... Il y a une petite chance. Oui. Donc déjà c'est mort dans l'œuf, d'une certaine manière. Il y a des moyens d'exister médiatiquement. À petite échelle. Internet, c'est petit. Ah oui, pour revenir sur les outils, Internet, c'est un super outil, on est tous là grâce à Internet, mais c'est aussi hyper fragile. Il y a beaucoup de tentatives de le contrôler, surtout en ce moment aux États-Unis, mais même ici. Et c'est un outil dont on peut s'emparer aussi, même physiquement. Il y a, ici à Toulouse, on pourra peut-être laisser la parole à Laurent tout à l'heure.
une association qui est fournisseur d'accès et qui met des antennes en Wi-Fi sur les toits et qui est connectée directement en fibre optique sur le réseau pour garantir la neutralité du réseau et informer les gens sur la façon dont ça fonctionne, parce qu'il est possible qu'on essaie de le verrouiller partiellement, on arrive toujours à faire passer des trucs, mais complètement, on ne sait pas ce qui peut se passer, sur quel prétexte on pourrait tout couper. Donc ça aussi c'est un outil qui est intéressant. On pourra donner la parole à Laurent tout à l'heure pour l'étayer un peu plus. Et j'aurais voulu aussi parler du Bitcoin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est une monnaie libre, numérique, complètement décentralisée. Il n'y a pas d'autorité centrale, c'est anonyme. Et ça marche partout sur Internet, et il suffit juste de télécharger un logiciel et ça y est, on est dessus, on peut acheter, vendre, etc. Et c'est hyper robuste, dans le sens où En fait, c'est un peu comme l'or, ça calque un peu les caractéristiques de l'or, c'est-à-dire que si on en veut, il faut soit l'acheter, soit travailler pour l'avoir, soit creuser pour en trouver. Et c'est pas centralisé, donc l'or est partout sur Terre. C'est la nature qui a fait des choses comme ça. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas les lois de la physique qui garantissent ça, c'est les lois des mathématiques, mais c'est très très proche. Et c'est un premier outil d'émancipation. Donc c'est bloquant parce qu'on peut pas faire de revenus de base, par exemple, parce qu'il n'y a pas de création monétaire. Si vous trouvez des bitcoins, il faut aller les chercher. Mais ça peut être un très bon premier outil d'émancipation, même revenir à l'or aussi, ça peut être pas mal, mais je vous invite à vous pencher là-dessus. Il y a une bonne présentation de Bitcoin sur le site de Stéphane Laborde qui s'appelle Théorie relative de la monnaie. Ah oui, d'accord. Oui. TRM. Ouais. Et donc sur ce site, il y a plein de ressources. Et lui, UDC. et Stéphane Laborde lui a une autre idée alternative, mais il a fait un entretien avec un des spécialistes du Bitcoin, un gars qui vient d'écrire un bouquin de synthèse sur tout ce qu'on peut savoir sur cette question. Et l'entretien entre Stéphane et ce gars dont j'ai oublié le nom est intéressant parce que Stéphane il a des choses à redire parce que Stéphane a son propre projet qui est plus sur l'ambiance revenu de base et permet de... Et c'est vrai que le Bitcoin, mais quand même l'idée de la monnaie émancipée des banques l'intéresse beaucoup. Donc l'échange est intéressant. Sur le site s'appelle Théorie relative de la monnaie. Il y a plein de choses là-dessus. La monnaie s'appelle OpenUDC, l'implémentation, quoi. Celle de Stéphane. Oui, c'est ça, hein, ouais. Ouais. Et mais oui, le problème de cette monnaie, c'est qu'elle fonctionne s'il y a une confiance entre les gens. Et parce que c'est pas du tout un problème, au contraire, je pense que c'est un but. Mais j'ai du mal à voir comment on peut arriver à ça sans qu'il y ait une perte de confiance à un moment. C'est-à-dire que je pense que les gens vont vouloir croire dans le système financier jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et c'est après cette perte de confiance qu'il va falloir faire. On va se retrouver avec de l'or et des bitcoins. Des trucs dans lesquels on peut avoir confiance, non pas parce qu'il y a quelqu'un derrière, mais parce que c'est incroyable, quoi. Et c'est à partir de là, je pense qu'on peut recréer des monnaies qui sont basées sur la confiance. Donc les deux sont très intéressants, mais chronologiquement, je pense qu'il vaut mieux d'abord savoir utiliser Bitcoin. Mais pour que Bitcoin fonctionne, il faut qu'il y ait des ordinateurs, de l'électricité, des connexions. Mais l'avantage de Bitcoin, c'est qu'on peut on s'en sert déjà pour ça. Si on a eu une guerre et qu'il y a tout ravagé, il n'y a plus de tout. Il peut y avoir une loi martiale, quelque chose, mais l'avantage de Bitcoin, c'est qu'il y a déjà une économie, on peut déjà payer des serveurs en Bitcoin, on peut vendre de l'électricité en Bitcoin aussi. Donc mais si on coupe l'électricité, il n'y a plus rien d'un seul coup, non? Non, mais on peut le faire. C'est aussi pour ça que dans ce cas-là. Mais c'est aussi pour ça que je faisais le parallèle avec ce que fait Laurent, on peut recréer dans les petits réseaux internet avec des antennes sur les toits. Et après se reconnecter les uns avec les autres à partir du moment où on maîtrise ce genre de technologie. C'est pour ça que c'est important de créer des fournisseurs d'accès associatifs qui savent comment ça fonctionne et qui sont capables de mettre en place ce genre de solution. Et bon, effectivement, même si Bitcoin est coupé, quand on le rebranche, on récupère ce Bitcoin, on peut s'en servir aussi. Ça peut être temporaire, mais ce sont des outils intéressants en tout cas qu'il faut connaître, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être prêt, et c'est ce genre de choses aussi qu'il faut creuser à l'avance. Voilà. J'en profite pour remettre 5 minutes ma casquette d'étudiant en communication. Parce que c'est intéressant de parler justement de mettre en place des réseaux de médias alternatifs qui ne passent pas par les filtres conventionnels. Mais en communication, on nous apprend une chose essentielle, on nous dit la meilleure technique de communication, c'est le face-à-face. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas une qui soit meilleure que celle-là. Parce que vous n'avez aucun vecteur, vous n'avez aucun filtre, l'information elle est délivrée telle qu'elle est, elle est pure, elle est brute de souche. Et c'est pour ça que je trouve l'idée d'Étienne Chouard très intéressante, parce que c'est une idée de transmission directe d'individu à individu.
il n'y a pas d'altération du message par un canal, c'est pas possible, c'est juste d'individu à individu. Donc c'est pour ça que je trouve l'idée des antivirus très intéressante. Ce qui n'empêche pas de développer autre chose, parce qu'on sait très bien que, bon ben là voilà, on est 80 dans la salle, mais voilà, à l'échelle d'un pays, on a aussi besoin de moyens de communication peut-être qui s'étendent davantage. C'est pas assez, il faut vraiment qu'on arrive, il faut que chacun d'entre nous devienne contagieux, hein. Il faut que les cellules se mettent à faire du papillon. Et voilà, si j'envoie une vidéo d'Étienne Chouard à, je sais pas, 10 000 contacts, ah oui, il n'y aura quasiment aucun retour, mais les si vidéos elles marchent. Hein. Voilà, mais si j'en parle, elles ont de l'impact. Hein. Le fait d'en parler, peut-être d'apporter des précisions qui n'étaient pas dans la vidéo, que les gens ils se font des objections qui sont naturelles, hein, parce que c'est quelque chose qui leur est un peu exotique. Mais le fait d'en parler avec eux, voilà, le face-à-face fait qu'ils se sentent plus en confiance. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi, l'idée m'est venue à Bruxelles il y a 15 jours, 3 semaines, là, c'est de faire comme la nature. Vous savez, la nature, elle fait plein de combinaisons, il y en a plein qui ratent, presque toutes ratent, mais elle n'arrête pas d'essayer plein de trucs, et de temps en temps ça marche, et c'est sur les expériences qui marchent que l'ensemble évolue. Et si chacun d'entre nous, au lieu de regarder la télé en regardant un match de foot ou une connerie, une émission à la con, si au lieu de faire ça, on organisait des petites réunions, même à 2 ou 3, 3 ou 4, pas forcément à 15 ou 20, enfin comme vous le sentez, mais des réunions où justement vous mettez ça en chantier, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait, et vous allez sentir que vous allez devenir de meilleur en meilleur, et quand vous commencez à devenir bien, bon, vous commencez à devenir convaincant, filmez-vous. Et filmez-vous, puis vous allez voir, parce que vous savez pas, on ne peut pas savoir à l'avance quand ça va marcher. Ce qui me fait penser à cette idée-là, c'est la conférence de Genève, vous savez, avec Miret Zaki. Cette conférence-là, c'était la énième, il y en avait déjà 40 qui avaient eu lieu dans l'année, une de plus, je dis mais je ne vais pas encore publier ce truc-là, ça va les saouler, quoi. Ils vont faire une overdose. Et puis bon, voilà, c'était alors, on avait bossé alors la conférence, elle dure 2 heures, 2 heures et demie, hein, c'est long en plus, et puis il n'y a pas de lumière, c'est tout sombre, puis il parle de démocratie, de crise, de tirage au sort, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sexe, ça va les embêter, quoi. Hein. Et puis, bon, je publie quand même le truc, on verra, je dis, et puis excusez-moi, quoi. Et puis en fait, c'est celle-là, mais c'est pas prévisible, c'est ça que je veux dire, c'est celle-là, elle est à 700, 800 000 vues, c'est-à-dire que c'est elle qui fait du buzz. Donc en fait, si ça se trouve, vous allez trouver, on peut pas savoir à l'avance, vous allez trouver le petit bout de vidéo qui va bien, qui est ultra viral, et qui va nous rendre le plus grand service. Donc il faut tester un truc, il y en a qui écrivent des pièces de théâtre, il y en a qui écrivent des chansons, il y en a qui font des trucs dans la rue, mais super marrant, il y a les effets... Il y en a qui tatouent leur bagnole avec des messages, on invente des trucs, quoi. Et puis alors, on ne sait pas encore ce qui va marcher, mais il faut essayer, quoi. J'aimerais bien donner la parole à Laurent pour... Il y en a un là-bas aussi. Ah oui, pardon. Oui. Après, alors vas-y. Oui. Est-ce que ce ne serait pas aussi efficace d'intervenir dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on remet aujourd'hui en question, qu'on avait appris très tôt que l'idéal de démocratie c'était l'élection, etc. Est-ce que poser la question à des collégiens, des personnes primaires, des enfants, de dire créez votre démocratie, qu'est-ce que vous feriez? Ce ne serait pas aussi efficace avec une restriction, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas que ce soit les profs. Parce que les profs, ils sont en situation de supériorité, donc d'influence, qui est dangereuse quand même. Où le prof, enfin moi je vois les élèves, ils boivent tes paroles, et donc tu commences à avoir un message politique avec des enfants, alors que tu es le professeur, c'est problématique quand même. Il faut faire gaffe à ça. Mais ça peut être des gens extérieurs qui viennent et qui en parlent, et peut-être qui ont 2 points de vue opposés, et la mise en scène de l'opposition, la mise en scène des conflits est elle-même pédagogique. Hein. Il peut y avoir 2 points de vue, 7 thèses et puis son contraire qui sont exposés. Mais effectivement, les enfants, nous devrions former nos propres enfants à la politique au lieu de faire comme si la politique c'était mal, quoi. Hein, oui, bien sûr. Justement, pour éviter d'avoir ce problème de politique et c'est peut-être faire plus poser des questions que donner les solutions. Oui, voilà. Les enfants, si on leur dit créer votre démocratie, plutôt que de leur dire il faut absolument qu'ils ressortent. Montrer des exemples qui arrivent de choses qui ont marché ailleurs et voilà, qui n'ont pas forcément marché. Le ministère risque de s'y opposer fortement. Le ministère va s'y opposer. Voilà. Il est possible que les autorités s'opposent à ça. Non, mais en même temps, c'est le rôle des parents aussi, hein. Pas seulement de le faire chez eux, hein. De le faire chez eux, oui, absolument. Je pense qu'en tant que parent, on est assez responsable pour pouvoir communiquer à nos enfants
Oui. Non, oui, J'aimerais donner la parole à 2 secondes. Comment? C'était un appel pour une idée qui vient de voir spontanément. L'argent dette est un truc qui a marché vachement bien. Est-ce que petite vidéo un sur l'argent. infographiste faire un court métrage là-dessus? Parce que n'existe pas, je pense, ça pourrait être permutant. J'aimerais bien donner la parole 2 secondes à Laurent pour présenter qu'est-ce que ça peut être un fournisseur d'accès associatif, parce que je pense que c'est un outil important. Ça même d'avoir 2-3 clés pour pouvoir en monter un. Et éventuellement, si tu peux nous donner des clés techniques de résistance basiques à la censure, selon les niveaux d'agression possibles, ça pourrait être pas mal, parce qu'il faut être, là aussi il faut être prêt, parce qu'après il n'y a plus internet pour s'enseigner comment on s'en sort, et c'est mieux de s'y prendre un petit peu à l'avance. Alors je vais répondre un peu à côté de ce que demande Camille. Donc Internet est une association, on fournit effectivement de l'accès Internet, on est dans le système, c'est-à-dire on est légalement déclaré. On tient un petit peu en dehors parce qu'on défend la neutralité du réseau, c'est-à-dire on défend le principe que les opérateurs n'ont pas le droit de décider ce à quoi vous avez accès sur l'Internet, ce que vous avez le droit d'héberger chez vous ou l'accès, comme ce que font les opérateurs de manière un peu gâchée actuellement. Mais je vais rebondir sur quelque chose que quelqu'un a dit dans l'Assemblée, c'est comment on pratique ce qu'on prêche. Une des particularités de Télétravail.net, qui est une association comme les autres, donc on a un budget, des adhérents, etc., c'est qu'on pratique la transparence. Donc on se sert de l'outil Internet, donc il peut servir à faire des bitcoins, à faire des vidéos, à donner de l'information au plus grand nombre. On s'en sert aussi pour montrer qu'on peut gérer une structure, donc avec une petite association de 200 adhérents, de manière transparente. C'est-à-dire qu'on publie l'intégralité, pas quotidiennement, mais mensuellement, des dépenses de l'association. On ne publie pas un bilan comptable. Un bilan comptable, c'est quelque chose qui perd beaucoup d'informations. On publie donc ce qu'on appelle le log comptable, c'est-à-dire justement la liste des dépenses de l'association. Voilà, la dépense est tant, et il y a tant qui est rentré dans l'association de telle ou telle manière. Et quand on revient au débat sur la Constitution, comment on contrôle les élus? Donc dans le système actuel, on va dire les élus. On a des constitutions un petit peu bancales ou critiquables, mais par contre, il y a quelques outils à l'intérieur du système qui dérangent ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont volé le pouvoir, pour reprendre un petit peu les termes d'Étienne. C'est la transparence. Actuellement, que font les élus avec l'argent public? En théorie, vous devriez y avoir accès. On peut aller à la mairie, demander des photocopies des décisions des conseils municipaux et tous les étages de la démocratie française. En pratique, on se demande mais pourquoi ils ne le mettent pas sur Internet. Déjà, plutôt d'aller faire du papier, demander des photocopies à la mairie, on a les moyens techniques, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de détailler complètement sur le point de vue comptable, le fonctionnement d'un État. Et en fait, si on réfléchit complètement, ça coûte cher à l'État actuellement de nous cacher ces informations. Parce que cacher les rendre secrètes ou conserver les informations pour un petit groupe de personnes, c'est un gros sujet, ça coûte beaucoup d'argent pour ceux qui essaient de le faire. Diffuser sur Internet, ça coûte rien, à peu près rien actuellement, quasiment quel que soit le volume d'informations. Les données comptables de l'État ligne à ligne sur toutes les collectivités, c'est pas plus gros qu'une série de vidéos d'Étienne Chouchouard en volume. L'information, c'est même plus petit en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit on va voir les politiques, et là vous devez être transparent, vous devez faire des lois sur la transparence, ou respecter les lois existantes sur la transparence, hein, parce qu'il y a des vieilles lois sur le sujet qui datent d'avant Internet. C'est que un politique qui va commencer à détourner, à favoriser telle ou telle entreprise, à dépenser de manière questionnable l'argent public. Actuellement, il peut le faire parce que ça n'explosera que 5 ou 10 ans après, le jour où ça sera vraiment trop gros, et parce que personne n'a vraiment vérifié avant. À partir du moment où ils savent que le lendemain de la décision, ça sera sur Twitter, un machin, la liste des trucs, et qu'il y a des gens qui ont fait les outils pour agréger tout ça, et disant, dis donc, il dépense toujours des sous dans cette entreprise, ou son kilomètre de route, il a payé 10 fois le prix du kilomètre de route d'à côté, ou etc., etc. Il va réfléchir à 2 fois avant de le faire, parce que le contrôle de son action sera effectif. Ce qui dit voter, ou que ce soit pour, on parle des constitutions, mais là on reste dans un régime classique, on vote pour des gens, on vote pour ce qu'ils ont fait avant, on ne sait pas des tout nouveaux, et ce qu'ils ont fait avant, actuellement, en fait, théoriquement on a accès à l'information, mais en pratique on n'y a pas accès. Et donc là, l'outil Internet peut servir à des tas de choses, il peut aussi servir à dire, bon maintenant on veut le log comptable des dépenses de l'État. Et en fait il se trouve, par exemple, moi j'ai de la famille qui travaille dans l'administration fiscale, les comptables publics, votre percepteur qui vous prend les impôts, les amendes, etc. En fait il est comptable, donc le gros de son travail c'est qu'il est comptable public.
C'est-à-dire qu'il fait l'échec des choses qui ont été décidées en conseil municipal, ou etc. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer que pour chaque dépense, il y a une décision, tout ça est rentré dans le logiciel, tous les soirs, c'est consolidé au niveau national. L'information, elle existe déjà, elle est gérée par des professionnels, c'est juste que les citoyens n'y ont pas accès. Actuellement, dans la comptabilité, c'est des logiciels M avec un numéro de version. Et donc, toutes les perceptions de France sont centralisées maintenant, et donc en fait, on va avoir le log comptable des dépenses de tous les niveaux de l'État 2 ou 3 jours après, de manière complètement certifiée, avec un lien vers la décision du conseil municipal. Ensuite, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais le jour où ça arrive, c'est une autre moyen de dire aux élus, attention à ce que vous faites, et je pense que même demain, ils vont être aidés rapidement avec les scandales que ça va poser, s'ils font des conneries. C'est un autre moyen de contrôle, donc qui est différent, complémentaire, etc. Donc, si on rédige des constitutions, attention à la transparence, c'est-à-dire que maintenant on a des outils pour publier un niveau de détail extraordinaire sur ce que fait nos représentants, ceux qui sont censés décider pour nous au moins sur les parties financières. On a des outils qui sont complètement sous-exploités actuellement dans le système tel qu'il est. Donc voilà, donc c'était une petite aparté sur des idées à explorer, des choses à demander, des choses à mettre dans les rédactions de constitution, mais qui sont aussi des moyens d'action, parce que là aussi, s'il y a une trop forte pression populaire sur la transparence des dépenses, il y a un moment, il y a quelques gouvernements qui l'ont fait, les gouvernements nordiques sont historiquement toujours appliqués ces principes-là depuis très longtemps, mais ça peut redescendre dans les démocraties plus du Sud, comme celle de la France, entre guillemets, sous une pression, et donc là c'est des choses moins radicales en apparence que changer la règle d'en haut qui est la Constitution, mais par contre les radicales aussi, parce que justement les hommes politiques à qui on parle de ça disent vous êtes des extrémistes de la transparence, c'est n'importe quoi, etc. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a des problèmes. Il faut voir aussi que même des gens honnêtes, quand vous êtes maire d'une ville de, 10 000, 50 000, 100 000 habitants, vous avez une grosse usine administrative derrière, et ça va exploser au jour tout le fonctionnement. Même si vous n'avez rien à vous reprocher, le jour où il y a un sous-truc qui déconne, c'est l'homme politique en haut qui va prendre. Alors actuellement, ça peut se gérer un petit peu entre amis, et on peut limiter les casses. Même des hommes complètement honnêtes, des hommes ou des femmes politiques complètement honnêtes vont prendre des tomates dans la figure parce que quelqu'un a déconné quelque part dans leur structure. Donc c'est vrai qu'il y a une petite frilosité des élus, même bien pensants, sur ce truc-là, parce qu'ils savent très bien comment ça marche. En manipulation ou juste en pure honnêteté, ils savent très bien qu'ils ne contrôlent pas du tout ce que fait leur administration. Donc voilà. Une idée parmi d'autres. On peut le faire même de notre initiative, avec des espions. On a tout notre entourage qui bosse là-dedans, on leur dit on fait un Wikileaks pour ça. En fait, le truc qui est dommage quelque part, c'est que la donnée, elle existe déjà. Tout est déjà fait, payé par l'argent public, c'est des fonctionnaires qui font ça. C'est un travail qui est normalement très bien fait et qui a bénéficié de l'outil informatique. Pour des réductions de postes, etc. Mais au final, l'information est digitale est présente, protégée. Et la raison véritable de la protection de ces données. Et là, on a un moyen de pression indirect sur le fonctionnement de la démocratie actuelle. Parce qu'on dit, voilà, on va décider des choses, etc. Il faut, si on raisonne un petit peu, on est un carré scientifique. Moi, je veux bien donner accord à telle idée, telle et telle organisation, telle ou telle dépense, mais quelles sont les informations que j'ai pour faire mon choix de manière actuelle. Il me semble qu'il y a un agent du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui avait créé un Wiki 13. Il y a deux ans, après, il ne lui est pas arrivé quelque chose d'agréable. Il y a eu un cas connu à Paris, alors j'ai oublié le nom du blogueur, qui essayait de filmer un conseil municipal, donc il se fait viser par les gorilles du conseil municipal, c'est à Puteaux, je pense que c'est Puteaux. Voilà, et donc juridiquement il a fini par gagner, donc on a le droit avec une caméra. Le truc, c'est qu'on ne va pas demander à des gens de passer des milliers d'heures à filmer des conseils municipaux, quelque part, alors que tous les textes sont déjà électroniques, ils sont déjà rentrés de manière comptable avec les dépenses qui vont avec dans un système informatisé. Ce qu'il faut demander, c'est que ce truc-là sorte. C'est pas gâcher du temps de tas de gens à faire ça. Mais par contre, faire la demande et demander, vous allez écrire des lettres, vous pouvez demander l'accès à des documents. À partir du moment où il y a 2000 personnes qui vont commencer à demander l'accès aux mêmes documents, ça va commencer à engorger des systèmes. Enfin, il y a peut-être des petites astuces pour organiser des choses et dire oui, vous mettez ça sur le net directement, comme ça vous ne serez plus embêté par les requêtes. On peut imaginer des tas de moyens de progresser sur cette piste-là. Et niveau fournisseur d'accès,
nous donner des informations pour Alors, bon, faire ça? nous, ce qu'on fait dans l'association Téléphone.net, donc c'est qu'on fait deux choses. Donc sur Toulouse, on fournit l'accès Internet en utilisant des technologies radio, des petits équipements relativement performants, proches du Wi-Fi que tout le monde connaît. Grâce au fait que le législateur a ouvert des espaces radio au public, hein, donc c'est une révolution. Il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas de box, il n'y avait pas de Wi-Fi, on ne peut pas sortir un laptop pour écouter. Donc, et ça, quelle est la source de cette révolution-là? C'est que le législateur, au niveau mondial, quand les organismes essaient descendus dans tout le pays, a décidé que voilà, on prend le spectre électromagnétique, donc les fréquences, comme la FM, la télé, etc. On en prend un bout assez gros et assez pratique, et on le donne au public. Vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est ça qui a créé le Wi-Fi. Donc c'est un acte, peut-être pas forcément bien complètement pensé, mais la révolution de tout le monde a son téléphone, son Wi-Fi, son laptop, il y a 6 ou 7 ans, ça existait là. Ça a pris le monde entier en 6 ou 7 ans et personne n'y a imposé. Mais le fondement, c'est qu'il y a un bien public commun qui est le spectre électromagnétique et le législateur a donné accès à des petits bouts de ce spectre-là. Donc un premier petit bout qui est le Wi-Fi en 2,4 GHz que tout le monde connaît. Il y a un deuxième bout plus gros que moins de monde connaît, qui est le Wi-Fi en 5,5 GHz, où il y a une bande de fréquence très large qui a été ouverte au public. De relativement faible restriction. Donc nous on utilise cette bande-là pour faire de l'accès à Toulouse. Alors à Toulouse on fait une répartition un petit peu sociale, c'est-à-dire par exemple on a décidé en assemblée générale de fournir gratuitement l'accès internet aux squats, donc un mouvement des squats très actif sur Toulouse, des squats de logement, hein, donc c'est-à-dire qu'on vous téléphonez au 115, la solution qu'ils vont vous donner dans un cas sur deux, ça va être d'aller dans un squat. Au 115, hein, donc les organismes d'État ont tellement pas de solution, qu'à Toulouse, il y a une organisation qui s'est mise en place entre le milieu des squats militants de logements, de familles qui sont dans la détresse la plus totale. Donc nous, par exemple, on a décidé, il y a des gens qui payent leur abonnement, on contribue un petit peu ce qu'ils veulent à l'asso, et avec ces sous-là, on fournit gratuitement l'accès Internet aux squats qu'on peut. Et ensuite, on fait de l'accès Internet en zone blanche. Donc vous savez qu'il y a les opérateurs commerciaux ne couvrent pas tout le territoire en France, donc il y a une fracture numérique. C'est-à-dire que vous êtes au milieu de la campagne, loin de tout en général, vous avez ou pas d'internet ou du satellite qui n'est pas très agréable. Donc là on utilise les mêmes technologies pour brancher ces gens-là à quelque chose qui est très proche de la DSL, donc une expérience quasi normale de l'internet. Donc là on le fait de manière associative, sur des cas où les opérateurs commerciaux ont complètement lâché les trucs. Et là le truc qui est intéressant c'est que sur l'ASSO on est autofinancé, on n'a jamais demandé de subvention. Et donc on en a un point où maintenant en fait, c'est les mairies qui nous contactent. Parce que tous les opérateurs les ont bricolés. Et donc les mairies me contactent petit à petit pour dire comment vous avez fait, etc. Donc là, ce week-end à l'ENSEIC à Toulouse, il y a une manifestation qui s'appelle Capitole du Livre. Il y aura 2 conférences, ou 3 conférences avec celle de Jérémy Zimmerman sur les sujets internet et une de l'association. Voilà. Et c'est la première fois que je viens ici, je ne connaissais pas du tout le mouvement. Votre prénom? Marie. Et donc, je trouve l'idée de la Constitution très intéressante, puisque la population va participer. Mais en attendant de faire une Constitution valable et qui va faire bouger les choses, je me demande s'il ne serait pas important de contrecarrer les lois qui vont sortir de ce nouveau gouvernement, parce que le mois prochain, il va y en avoir une qui est assez importante. La semaine dernière, il y avait les internes qui faisaient grève, qui m'ont expliqué que la loi allait être votée sans concertation. Et c'est une loi qui donne tous les pouvoirs aux mutuelles. C'est-à-dire que ce ne sont plus les médecins qui vont vous autoriser à vous faire une intervention chirurgicale, qui vont donner l'autorisation de faire une intervention chirurgicale ou pas, ça va être les mutuelles. Les mutuelles vont dire, vous n'avez pas suffisamment cotisé, vous ne pouvez pas maintenant, il faut attendre, et ainsi de suite. Et je connais l'exemple qui s'est passé il y a 2 ans, une personne qui avait pris une mutuelle chez Groupama, je vais le citer, comme ça tout le monde le saura, qui a eu besoin de kiné, et avec beaucoup de difficultés, le Groupama a payé au kiné les prestations, mais en contrepartie, il a reçu une facture de ses cotisations qui était 6 fois supérieure à ce qu'il avait demandé la première fois. Donc voilà ce qui nous pend. C'est l'austérité. Oui, ça s'appelle l'austérité. Mais pire que ça,
Pire que ça, c'est qu'on est en train de nous supprimer toutes les libertés et tous les acquis que nous avons eus grâce à nos parents et nos arrière-parents et nos, enfin, peu importe. Alors moi, ce que je propose, puisque vous avez envie de réfléchir sur la société, c'est d'écrire maintenant au gouvernement avant que la loi ne sorte et dire que cette loi ne nous convient pas et qu'on préfère le système qu'il y avait avant de la sécurité sociale et que c'était les médecins qui donnaient le feu vert pour une intervention ou pas, parce que je pense que ce sont quand même les professionnels qui sont à même de pouvoir savoir si effectivement on a besoin de ça. Du coup, on peut pas le faire en fait, ça, puisque justement, on a toujours pas le. Justement, c'est pour ça qu'on réfléchit à la Ben, cause de la cause. les crèves ne marchent plus, les pétitions ne marchent plus, il n'y a plus rien qui marche. On va faire une constitution qui va sortir dans combien? Dans 100 ans, 150 ans? Si on s'éparpille tous, ça va faire des tâches comme ça, oui. Mais si on s'éparpille pas, c'est demain qu'on le fait. C'est demain qu'on le fait, Pas si on est tous s'éparpiller, d'accord. justement. Vous y croyez? On n'a pas le choix. L'espoir forme la jeunesse. Une question au fond? Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une proposition. Moi, ce que je vois, Internet c'est bien, ça marche bien. Moi, pareil, je suis tombé par hasard sur une vidéo d'Étienne Chouard, la politique, tout ça, ça m'intéressait. Mais alors, pas du tout. Voilà, c'était le truc, ça. Et j'ai été curieux, je l'ai regardé et ça a été vraiment la bombe, pareil. Et alors, ce que je me dis, c'est. Pour devenir un virus, c'est pas facile. Moi, j'étais allé sur votre site, il y a une quantité d'informations, il faut vraiment avoir le temps et avoir la motivation de chercher. Et de se dire que ça va porter ses fruits aussi. Parce que... Donc peut-être qu'un guide du bon petit virus serait pas bête. Alors je sais, il y a un site qui s'appelle lemessage.org qui est pas mal, mais... C'est un beau boulot qu'il a fait. Mais je le trouve peut-être pas assez poussé ou... Peut-être que le support internet est bien, mais qu'il faudrait aussi utiliser d'autres supports comme, je sais pas, des livres. Support imprimé, des affiches. Tout est bon comme support. Voilà, c'est ça, parce que je pense que plus il y a de support, mieux c'est. Quoi, donc, oui. Il y a un gars qui fait des bandes dessinées qui m'a contacté, on va faire une bande dessinée. Je suis en train d'essayer d'écrire un livre, le problème c'est qu'il faudrait que je... D'abord il faudrait que je reste chez moi, et puis que j'éteigne mon ordinateur. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait écrire un bouquin. L'idée d'un spectacle avec Franck Lepage, c'est pour bientôt. Ça avance, ça progresse, hein. On s'est rencontrés encore, ça progresse, ça va se faire ça je pense. Sur le parapente. Bon, on a des spirales terribles, hein. On est très occupés tous les deux, mais ça germe. Nous avons exactement les mêmes questionnements avec le revenu de base. Comment on fait? On est vraiment dans les mêmes questionnements. Bien. Faire passer le message. C'est bon, c'est l'heure. Déjà ? C'est l'heure d'aller manger. Juste quand même, s'il y a des dernières questions, pour ceux qui sont intéressés par le revenu de base, jeudi 13 décembre à 19h, il y a un débat citoyen au Farfadet, ça s'appelle au Farfadet en Pays Qatar. C'est 38 rue des Champs-Élysées, derrière Matabio. Peut-être juste un mot. Un dernier mot. Quand on va se quitter, on va avoir, et moi aussi, hein, on a tous une tendance mécanique à se disperser, en voyant que cette idée-là va pas marcher tout de suite, on essaye de trouver autre chose qui va marcher tout de suite, et ça nous disperse. J'ai l'impression que la puissance du ressort de rappel vers la racine la plus importante, celle qui changerait tout, va être déterminante. Est-ce qu'on est capable de rester concentré? J'ai assisté l'autre jour à une réunion improvisée de Gentivirus à Paris. Pendant qu'on parlait, il y a cette tendance qu'on a tous tout le temps d'essayer, et si on faisait ci, si on faisait ça, et c'est complètement normal, c'est vachement bien, c'est énergique. Mais il y avait plusieurs personnes qui avaient compris le truc et qui ramenaient comme un ressort de rappel en disant « Putain, concentrons-nous sur comment on fait pour être vite très nombreux à être sur un truc unique qui va bien. Alors, si c'est pas le truc qui va bien, changeons, adaptons-le pour que ce soit plus encore, mieux ciblé, le point focal qui va tout changer. » Mais c'est vrai que c'est à peu près certain que si on est dispersé et sur des conséquences, ça va continuer à pas s'arranger. Il peut y avoir aussi, ça me fait penser à quelque chose. Donc il faut vraiment qu'on soit capable de rester concentré.
malgré la tendance naturelle. Ouais, mais justement, tous les militants et activistes qui sont d'autres choses, comme la création des terres, leur vie de base, Continuer à bosser sur les... pourraient peut-être se dire, on pourrait prendre en charge, on va écrire un morceau de la Constitution. Sur le sujet que vous connaissez, absolument. C'est ce que j'ai demandé à Frio, j'ai demandé à Bernard de... Ça peut être un travail Tout à fait. intéressant. Ce sur quoi vous êtes devenu spécialiste, Voilà. ce que vous connaissez bien, vous connaissez bien le dysfonctionnement, vous avez une bonne idée de la solution. Si vous aviez le pouvoir d'écrire la Constitution, imaginez, vous mettez dans le bain, vous jouez le jeu. Si j'avais le moyen, et vous dites j'ai 10 minutes. Putain, 10 minutes, il faut pas se tromper. Là, le cerveau se met à marcher, concentré. Hein. Bon, si vous avez besoin de plus, vous prendrez plus. Mais enfin, mettez-vous en situation, c'est moi qui peux décider. Qu'est-ce que vous écririez? Comment vous l'écririez? Et si vous avez trouvé des trucs, vraiment faites-les passer, faites-les moi remonter. Ça m'intéresse, moi. Hein, si vous trouvez des idées... vous pouvez créer des fils sur le forum. On a un forum sur lequel on réfléchit au principe d'une bonne constitution et vous pouvez ajouter des fils. En ce moment, j'ai coupé l'inscription au forum parce qu'il y a des spams épouvantables. Et donc, il suffit de m'écrire. Vous m'écrivez en me donnant votre numéro de téléphone. Je vous appelle, on fait le truc en live direct, je vous inscris. Alors, c'est plus compliqué pour moi, mais comme ça, vous pouvez vous inscrire. Mais comme si j'avais besoin de ça. Mais bon, ça fait rien. De toute façon, c'est... Mais bon, voilà, c'est mon CAPTCHA. Alors, vous pouvez aussi m'aider à modifier mon CAPTCHA parce qu'il est plus bon. Il n'arrive pas à arrêter les... Mais bon, si vous avez des idées, faites-les moi passer. Hein, J'ai une proposition à faire justement, puisqu'on est là encore relativement nombreux. Tout simplement le principe de récolter un petit peu les adresses mail de tout le monde. Et si quelqu'un a des compétences particulières pour faire ne serait-ce qu'un petit forum qui nous permettrait de nous réunir, nous, fan club d'Étienne en Chouard local. sur Toulouse. Non, mais non, justement. Voilà. Non, ce qui nous permettrait, tout à l'heure je parlais de la communication en face à face, de sortir un petit peu du cadre d'Internet où effectivement il y a beaucoup de brouhaha et on n'a pas forcément l'occasion de parler en vrai, de pouvoir organiser de temps en temps, même si tout le monde ne vient pas, faire des cafés Étienne Chouard. Vous pouvez faire des repères de la basse j'y suis. Et... Voilà, je pense que ça serait pas mal. J'ai pas de papier, mais on va essayer de s'organiser, mais dans le pire des cas, si on a du mal à s'échanger les papiers, vous pouvez aller sur le site de l'Esplanade, vous inscrire à la mailing list. Et déjà, ça fait un peu. Allez-y, faites circuler. Merci. Merci à vous de votre ferveur, c'est bien sympa. Hein. Vous allez aller à l'Utopia, là, vous faites quoi? C'est bon, on a prévu, vous avez 5 minutes pour aller à l'Utopia, c'est bon.